Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Isabelle Paillot de la Fabrique à Bonheur. Je suis ravie d'être ici dans ces magnifiques locaux. J'ai fait connaissance avec toi. Je crois que la première fois c'était un petit contact sur LinkedIn parce que j'ai découvert qu'il existait une Fabrique à Bonheur alors que moi j'avais fondé Happiness Factory. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est il y a 2 ans. Oui. On s'était contacté de cette façon-là, c'était très drôle. Et puis j'ai eu la chance de t'interviewer, mais c'était en distanciel puisque c'était le moment du confinement. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et donc je n'ai eu de cesse de te voir en vrai, donc je suis très contente de te rencontrer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, voilà. Okay. Alors pour te présenter rapidement, je ne vais pas faire un portrait exhaustif, mais psychologue clinicienne du travail, ça c'est quand même ton grand cheval de bataille. Bien sûr, tu as rajouté plein de cordes à ton arc depuis. Et ce qui est très important pour toi, c'est la psychopédagogie positive. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est exactement ça. Le centre de mon métier ou de ma mission, c'est l'entrée par le travail. Et la psychopédagogie positive, c'est ce qui se déploie, ce qu'on met en œuvre pour que chacun puisse trouver ses talents, vibrer, sentir où il est utile, etc. etc. Donc de l'école au travail. C'est ça, c'est ce que j'ai vu sur ton site, de l'école au travail. Et donc c'est le sens de ce livre, je vais juste le mettre, voilà. J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien. C'est un peu le sens. Alors là, on est vraiment par contre sur l'éducation. Là, on est plus sur le métier de parent. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, vous faites de la parentalité positive ». Alors moi, je fais pas de parentalité positive. C'est pas ma spécialité. Il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je prends vraiment la parentalité par l'entrée métier. C'est-à-dire que c'est pas si naturel que ça d'être parent. Donc on va le devenir, on va apprendre à s'apprivoiser, à tisser du lien, qu'est-ce qu'on doit connaître pour pas faire trop de bêtises et on va en faire et c'est tant mieux. Donc c'est vraiment, moi je le vois comme quelque chose à construire, pas du tout quelque chose de naturel, toute l'histoire de l'instinct maternel, paternel, on devient tout de suite parent, etc. Je pense que c'est du gros bullshit. Et vraiment c'est comment on fait alors qu'il n'y a pas d'école pour être parent. On ne nous apprend pas à le devenir, on nous dit juste, est-ce que vous voulez des enfants? Oui, non, si vous en voulez, c'est bien, hop, on y va. C'est l'arbre de décision. Voilà, un peu l'arbre de décision. Et puis après, tu te retrouves avec un gamin et tu dis, d'accord, mais là, on a peut-être fait une bêtise parce que j'ai pas le mode d'emploi. Donc moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi la question du travail parental qui m'intéresse. Ouais, et donc, effectivement, on a un enfant, mais c'est pas pour autant qu'on est parent. Il y a quelque chose à apprendre. Exactement. Donc, parmi les apprentissages les plus importants, qu'est-ce que tu mettrais en priorité quand on devient parent, justement? Alors, la priorité pour moi, c'est la sécurité de son enfant. C'est vraiment assurer un cadre qui soit le plus sécure. Parce que notre enfant, parmi les mammifères, c'est le seul qui peut pas se débrouiller tout seul. Il est vraiment très dépendant. Il peut pas marcher, il sait pas se nourrir, tout ça. Donc, quand on voit, par exemple, les petits girafons, on se dit qu'ils sont beaucoup plus balèzes que nos bébés parce que, hop, tout de suite, ils savent marcher. Ils font une chute de plusieurs mètres. Voilà. Et ils s'enlèvent, ils arrivent à marcher et ils se débrouillent. Et à échapper au lion. Voilà. Donc, ils arrivent à se débrouiller. Nous, les nôtres, ils sont pas du tout finis. Il va falloir attendre un certain temps avant qu'ils arrivent à maturation. Donc déjà au niveau moteur, et puis après langage, et puis ensuite au niveau de la pensée également. Donc du coup, pour moi, l'idée, c'est de sécuriser au maximum le nourrisson et l'enfant, parce qu'il n'a pas assez d'expérience sur Terre pour pouvoir tout comprendre. Donc bien évidemment, si on met de la sécurité et de l'amour, c'est formidable. Mais ceux qui n'auraient pas beaucoup d'amour, ça peut arriver, des parents qui ont quand même pas suffisamment à donner. C'est pas grave, c'est pas très grave. S'ils amènent de la sécurité et quelque chose qui est de l'ordre de « tu peux compter sur moi toujours », l'amour, voilà, l'amour viendra tout le temps. C'est intéressant ça, parce qu'on entend plutôt l'inverse. L'essentiel, c'est de donner de l'amour, peu importe le reste. Oui, alors moi, j'ai un peu de mal avec cette histoire-là de il faut donner de l'amour, donner beaucoup d'amour, etc. Parce qu'il y en a qui donnent beaucoup d'amour n'importe comment. Et du coup, ça fait pas des belles relations. Ça fait des relations où est-ce qu'on est vraiment aimé? Est-ce qu'on n'est pas vraiment aimé? Comment on est aimé? Donc, on est un peu objectivé, tout ça. Moi, je suis pas fanat du donner beaucoup. Il faut donner beaucoup de bienveillance, beaucoup de sécurité. Il faut effectivement faire grandir l'amour en soi de la rencontre, parce que c'est
J'allais presque dire, c'est une rencontre. C'est comme l'adoption d'ailleurs, je crois que tu en parles dans le livre. Ben, j'en parle parce qu'en fait, on devient parent au moment où on se rend compte, pour moi, c'est vraiment la question du lien d'attachement. Et peut-être que ce lien d'attachement, il va pas se faire tout de suite, il va prendre quelques semaines ou quelques mois pour certains parents. Et pour autant, ça minimise pas le fait qu'on est là, on est bienveillant, on a de l'amour qui va grandir, mais peut-être que c'est pas tout de suite. Au départ, on n'est pas obligé de tomber, d'avoir un coup de foudre pour son gamin quand il arrive. D'ailleurs, en général, ils sont moches, hein, en fait, il faut bien le dire. Sauf les nôtres. Non, même les nôtres, je t'assure. Voilà, ils sortent et ils sont vraiment un peu hideux. Et donc, on va aller chercher quelque chose en nous et le lien va se faire. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même un peu déconstruire ce truc de trop d'amour, amour. L'amour suffit. Ouais, voilà. Alors, tu parles aussi dans le livre de la maturité émotionnelle. Tu dis qu'effectivement, avant 6 ans, elle n'est pas en place. Oui, même la maturité émotionnelle avant 6 ans et même après jusqu'à 25 si tu veux, parce que notre cerveau, il n'est pas terminé. L'autorégulation émotionnelle n'est pas en place. À partir de 6 ans, il va y avoir une pensée qui va s'être construite et on va pouvoir dialoguer, aider l'enfant à comprendre ses réactions émotionnelles, un trop-plein de colère ou un effondrement de tristesse, etc. On va pouvoir l'accompagner. Donc, on va pouvoir vraiment l'accompagner. Donc, avant, il faut s'attendre à rien, quoi. Faut pas commencer à raisonner avec un enfant de 3 ans en lui demandant d'être au point et de se calmer, etc. Bon, c'est un peu, on utilise de la salive pour rien. À partir de 6 ans, ça va quand même être un peu plus possible, mais le cerveau arrive à maturation à 25 ans, et notamment toute la partie des émotions, l'autorégulation émotionnelle. Okay. Donc il va falloir patienter. C'est ça. Et d'ailleurs, tu parles, j'aime bien dans ce livre, tu utilises l'image de la Dream Team parentale. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi sur la notion de comment répartir les tâches éducatives, puisque avec la fameuse charge mentale, on sait que c'est quand même les femmes qui les prennent encore beaucoup sur les épaules. Et toi, tu dis, bah non, faut vraiment partager. Ben, faut y aller, quoi, parce que nous, on a eu le modèle de nos mères qui étaient au service d'un mari, au service d'un père, etc. De la famille. Oui, et au service de la famille. Et donc, on se construit avec ce modèle-là. Et c'est un modèle qui va se reproduire parce qu'il existe depuis très longtemps. Mais à un moment donné, ça tient plus puisqu'on travaille. Voilà, on travaille dans le couple. Voilà, on travaille tous. Et du coup, c'est pas OK de dire à l'extérieur, chacun a son job. Et quand on revient, c'est encore sur la tête de la femme qu'il y a toute la charge mentale. Donc, quand on est une Dream Team parentale, ça nous permet de moins nous épuiser dans notre relation à l'enfant parce qu'en fait, il va venir nous challenger. C'est chaque développement, des nuits qui se font pas, etc. Donc, il y a de l'épuisement quand même. Et si c'est toujours le même qui est sur le pont, ça va pas tenir. Hein, il y en a qui tiennent pas le coup. Au bout de 2 ans, ils divorcent parce que ils ont pas réussi à dépasser la difficulté de se mettre dans leur rôle de parent et continuer à être un couple. Et donc, la Dream Team parentale, c'est d'être capable de pouvoir se passer le relais quand on n'en peut plus, mais aussi de répartir les charges comme il faut. Que ce soit pas toujours le même qui soit au charbon. C'est vraiment, au-delà d'un point de vue féministe, c'est vraiment une question de justice, quoi. D'équité. Ouais, d'équité, absolument. Est-ce que tu en vois beaucoup des couples comme ça? Ben, moi, déjà, je vois le mien. Donc, je n'ai que j'ai celui-là. Et, ouais, je commence à en voir de plus en plus, mais surtout, parfois, en consultation, j'accompagne des femmes quand elles m'expliquent que oui, mais leur mec, ça sait pas trop bien faire les choses. Je dis, ben, si vous ne le laissez pas faire, ça va jamais se faire. Il va pas développer sa compétence. De les déprogrammer à vouloir être parfaite et toujours être au taquet, ça doit bien se faire. Et donc, bon, de dire, attendez, on va redescendre les attentes parce que sinon, vous courez au burn-out, là. Donc voilà, donc c'est... J'en vois de plus en plus et de plus en plus de pères aussi qui ont envie de prendre une place. Okay. Ils n'ont pas envie d'être dépossédés de leur paternité. Donc, il y a de l'espoir. Ah oui, moi je suis une optimiste à tout craint, donc je suis persuadée que... Mais c'est notre responsabilité en tant que mère, quand on a des garçons, de pouvoir leur transmettre cette chose-là, en disant, bon, voilà, moi je sais pas, quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, sait pas faire tourner la machine à laver, un garçon qui sait pas faire tourner la machine à laver, je me dis pas que c'est de sa faute, je dis à la mère, bougez-vous, quoi, montrez-lui, parce qu'a priori il est cortiqué, il va comprendre. C'est ça, parce qu'en fait, on a tendance à se dire, c'est aux filles
qu'il faut apprendre l'égalité, etc. Mais il faut l'apprendre aussi aux garçons. Non, il faut l'apprendre aux garçons. Il faut apprendre aux deux, oui. Alors, il y a un point que je voulais encore voir avec toi qui m'a beaucoup plu dans le bouquin, la pédagogie de l'éponge versus la pédagogie de l'explorateur. Peux-tu nous en dire quelques Alors là, c'est au moment où moi, dans le livre, j'ai divisé le livre avec devenir parent, être parent débutant, être parent d'école et le bonheur en famille. Et donc ça, dans le parent d'école, quand on devient parent d'école, ça va être un peu douloureux parce que tout d'un coup, on met son enfant sous le regard social. Et puis, alors, si ça se passe bien, on est plutôt flatté, on a notre ego qui va très bien. On dit, il n'a que des bonnes notes, je n'ai que des compliments, ces enseignants l'adorent. Donc ça, c'est tant mieux. Mais c'est le best case scénario. Voilà, c'est le meilleur scénario qui puisse nous arriver. Comme ça, dans les dîners en ville, on peut dire, oh, écoutez, oui, il a eu les félicitations, mais c'est pas nous, hein, donc voilà. Mais en fait, j'aime bien comment tu le joues, c'est tellement vrai. Mais oui, c'est vrai, parce que quand tu es là et que toi, c'est la loose pour toi, eh bien, tu dis rien, quoi. Tu dis pas, bah, moi, le mien, il est passé en conseil de discipline. Tu vois, tu essaies de changer la conversation en disant, bah, vous avez vu, la météo, elle est pas mal. Bon, on change de conversation. Donc, l'école, ça peut devenir quelque chose qui est un peu douloureux, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et puis surtout, il faut les accompagner à traverser ça le mieux possible. C'est quand même, voilà, hein, la psychopédagogie positive, c'est vraiment le nerf de cette mission, qu'on se sente bien et qu'on soit heureux à l'école. Et souvent, moi, j'ai des collégiens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, de toute façon, les maths, rien à foutre, j'en ferai pas plus tard, la SVT, ça m'intéresse pas, etc. Et je leur explique que, en fait, c'est juste... voilà, c'est une excuse. On a pris maths, français, etc. parce qu'on a besoin d'avoir un peu de connaissances. Mais qu'on aurait pu prendre jardinage, macramé petits points, autre chose, quoi. On va vraiment pâte à sel, et ainsi de suite. Et donc, la pédagogie de l'éponge, c'est ce à laquelle ces enfants croient, et les parents aussi, qu'il faut faire rentrer un maximum de choses dans la tête de nos enfants. Donc, on va faire rentrer de l'orthographe et du yoga, il faut bien que ça rentre. Sauf que l'éponge, quand elle est pleine, elle n'en peut plus. Quand elle est saturée, c'est impossible, il n'y a plus rien qui rentre. Donc ça, c'est une vision. Si on est sur la pédagogie de l'explorateur, on va expliquer que on prend des maths, du français, n'importe quoi, de l'anglais, de ce qu'on veut, pour travailler autre chose, ce qu'on appelle aussi compétences transversales, c'est-à-dire on va travailler, mémoriser, analyser, justifier, expliquer, déduire, synthétiser. Donc on va faire vraiment intervenir son propre jugement. On va faire intervenir son action intérieure, puisque ce sont que des verbes d'action, que je vais appliquer à des maths, à du français, à de l'espagnol, à du sport, quel que soit le sujet. Et cet entraînement-là, cet apprentissage et cet entraînement, il va me servir toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai besoin de déduire, j'ai besoin d'analyser. Adulte, au boulot, plus tard. Au boulot, à l'extérieur du boulot, etc. Donc, c'est vraiment là, on prend un prétexte, on leur donne sur la table, on va mettre voilà, un maximum, le buffet va être garni. Ils vont goûter un peu à tout. Après, ils vont avoir un goût qui va s'affiner peut-être pour les sciences, peut-être pour la littérature, peut-être pour l'art, etc. Mais en tout cas, ils se seront entraînés sur tout. Et ensuite, ils vont pouvoir continuer. Donc, quand on parle de pédagogie de l'explorateur, l'enfant comprend pourquoi il fait ça. Donc, ça, c'est la notion du sens. On donne du sens. On donne du sens et on lui dit, peut-être que tu n'aimes pas les maths, mais à la limite, c'est pas très grave parce que ça te permet de t'entraîner sur ça qui va te servir à tel endroit. Chose plus tard. Et du coup, ça évite tout le côté râleur, non, oui, mais le français, j'aime pas, etc. Ou chez nous, on n'est pas matheux, etc. Et puis toutes ces situations d'échec aussi. Oui, c'est ça, où on s'enferme parce qu'il n'y a pas assez de sens. On veut nous faire manger du contenu et ça suffit pas. Parce qu'il y a un moment, on est saturé, on n'en peut plus. Alors, j'aurais vraiment encore plein d'autres questions à te poser, mais on a choisi un format court, donc je t'en pose une dernière. Est-ce qu'il y a un message particulier dans ce livre que tu voudrais transmettre aux parents qui nous regardent, qui nous écoutent? Oui, alors le message, moi je pense que c'est de vraiment conserver une confiance, j'allais presque dire une foi en soi en tant que parent, parce que le résultat de l'éducation qu'on met en œuvre, il va pas être tout de suite, il n'est pas dans 1 an, il n'est pas dans 3 ans. On va avoir des petites grâces, là, des petites pépites sur le chemin, mais globalement, le résultat, on l'a qu'à la fin. Moi, j'ai écrit ce livre-là
J'avais fini de l'écrire, ma fille venait de se marier. Et donc, ça me permettait de faire mon bilan. Déjà un premier bilan. Voilà, de faire un premier bilan de parents. Avec 3 enfants. J'ai 3 enfants, oui, 3 enfants grands. Tu as eu des brouillons et des expérimentations. Ben, j'ai eu 3 exemplaires uniques, donc à chaque fois, ça a été des challenges différents. Et ça m'a permis finalement de regarder et de dire, ah oui, c'est aujourd'hui, une fois qu'ils sont autonomes, qu'ils sont vraiment dans leur vie, qu'ils déploient ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils essayent, qu'ils se trompent, qu'ils reprennent un autre chemin, etc., qu'on peut voir tout ce qu'on leur a transmis. Et donc, on peut se dire, voilà, le message, en tout cas, moi, c'était mon message avec mon mari, je me suis dit, c'est quand même chouette, parce qu'on n'a pas trop déconné. Et donc, on n'a pas déconné, on peut le savoir qu'au bout d'un moment, mais à l'intérieur de nous, quoi qu'il arrive sur le chemin, il faut vraiment toujours garder confiance et en se disant, ça va payer. Hein, même si c'est pas tout de suite, ça va payer, je lâche pas l'affaire. Et donc, je suis partie pour au moins 25 ans. Et donc, puis pour toute une vie d'être parent, bien sûr. La foi et la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est un peu ça, oui. Mais il y en a qui disent la lumière au bout du tunnel, ça peut être les phares du train qui arrive sur soi, donc faut faire gaffe. Mais donc, oui, gardez confiance. Gardez confiance en soi. Merci. Merci pour ce beau message. Super. Et à bientôt, j'espère. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.